africain est votre nouvelle émission sur Télé Sud. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le cas du Sahel. La jeunesse africaine face aux défis sécuritaires et aux coups d'État de ces dernières années. Depuis près de 4 ans, le Mali, aux premières heures du coup d'État d'août 2020, a promis le retour à l'ordre constitutionnel après une transition de 18 mois. Quelques temps après, c'est au tour du Burkina et du Niger de le rejoindre pour former l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Si leur prise de pouvoir contre les régimes civils qui ont, entre autres, failli face à la crise sécuritaire était de réduire, à défaut d'éradiquer le terrorisme, force est de constater que malgré l'acquisition du matériel militaire conséquent, après que les 3 pays aient rompu leur coopération militaire avec la France, le curseur sur le nombre de morts et son lot de crises humanitaires, alimentaires et énergétiques aussi, est plus qu'élevé. Manifestement, les putschistes ne veulent pas quitter le pouvoir. Ainsi, pour en parler, pour parler de ces défis de la jeunesse africaine face aux crises du Sahel, je reçois ce mercredi 20 mars dans Tumulte africaine sur Télé Sud donc, Binta Sidibé Gascon. Bonjour. Présidente de l'Observatoire Kissal et du Burkina Faso, et ainsi que Chambel Gimbayara, journaliste malien. Merci. Et Makaïla Gembla, ancien conseiller à la présidence du Tchad. Alors, qu'est-ce qui motiverait, selon vous, les États du Sahel à ne pas aller aux élections? Certains disent qu'il n'est pas urgent d'aller aux élections sans avoir combattu le terrorisme. Chambel. Merci de cette invitation. Pourquoi c'est difficile de se projeter vers des élections aujourd'hui dans ces États du Sahel? La première raison est amputée au terrorisme, évidemment, à l'insécurité, puisque sans État, sans sécurité, ce n'est pas possible d'organiser des élections. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il faut reconnaître quand même que cette zone du Sahel est confrontée à d'énormes défis. Les défis sont multiples, certes, certains défis sont inhérentes à l'évolution du monde, c'est les conséquences des crises subies ailleurs par le monde, d'autres sont internes et des difficultés réelles. Donc les élections, est-ce que c'est toujours la solution? Jusque-là, pour parler du cas du Mali, on sort de 30 ans de démocratie, mais le développement est toujours en baisse ou à la traîne. Mais il reste quand même que c'est le meilleur système qu'on ait jamais inventé. On n'a pas mieux que la démocratie. Il faut s'en réjouir, mais accepter que chaque État fasse son chemin, se devoir ou essayer de se déployer vers cette démocratie propre à ses réalités, une démocratie en quelque sorte irréversible, et cela prend du temps, et c'est surtout la volonté des populations. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire par les militaires que les civils ne sauront pas faire? Alors que je vous signale qu'au mois de juin dernier, le Mali a quand même organisé l'élection référendaire pour le oui ou non à sa nouvelle constitution. Oui, pour ces élections référendaires, c'était un test grandeur nature. Hein. Il y a eu des élections. Pourtant, il y avait toujours cette crise sécuritaire, cette menace. Mais après, le problème qui s'est posé pour le cas du Mali particulièrement, c'est la dispute autour du fichier avec IDEMIA. Et comment organiser des élections quand on n'a pas la maîtrise du fichier, qu'on n'est pas d'accord sur le calendrier? Mais comment on a pu le faire quelques mois plus tôt? Oui, ça a été encore disputé et c'est en cours toujours. Et tant que le Mali n'a pas de fichier électoral fiable, on ne peut pas parler d'élection. Et surtout que c'est une affaire un peu politique quand même. Il va falloir que la classe politique se mette autour de la table, définisse les règles, parce que jusque-là, le calendrier qui a été mis en place ne peut pas être respecté, évidemment, parce qu'il est arrivé presque à terme. Donc il faut que les Maliens se parlent entre eux, dialoguent, discutent, trouvent un moyen de se projeter et de fixer des calendriers, et surtout préparer en amont. Avoir un fichier électoral, à mon humble avis, c'est indéniable pour organiser des élections. Alors Makaïla, vous êtes d'un pays sahélien également, mais avec un peu moins de regard de la communauté internationale qui est un peu plus tolérant sur ce qui s'y passe, qui va organiser des élections. Comme bien même à quelques jours de l'annonce de la candidature du président et du Premier ministre, il y a quand même eu la mort d'un opposant sérieux. Mais comment pourriez-vous nous expliquer la différence qu'il y a entre ces États de l'AES qui ne proposent pas de
de calendrier électoral et leur homologue du Tchad qui, 2 ans après, même si ça a été un peu plus décalé par rapport au calendrier initial, tient quand même des élections tout en ayant Boko Haram à sa porte quand même. Merci Sadio, merci Chambel, merci Binta d'avoir accepté cette invitation. D'abord, je remercie Télésud de reprendre l'actualité sur l'Afrique, mais en nous donnant également la parole de parler effectivement de nos réalités. Justement, le cas du Tchad est un cas un peu exceptionnel. Hein. Vous savez, le président Déby était mort dans des conditions difficiles. Et son fils Mohamed Idriss Déby, qui a pris les affaires au mois d'avril, juste à la mort de son père, avait tendu la main à l'opposition interne et à l'opposition en exil. Donc nous faisons partie de cette opposition de la diaspora et le groupe politico-militaire. Premier appel, c'était un appel lancé à l'endroit de toutes les forces vives pour un dialogue national inclusif. Le dialogue a été acté, un accord de paix avec le groupe rebelle a été également organisé à Doha, qui a fait le retour du politico-militaire au Tchad. Bientôt, une constitution a été également votée, sauf que, vous l'avez souligné, que la transition tchadienne a été ensanglantée. Vous savez, 20 octobre, ça a été tragique, dont l'actuel Premier ministre Succès Masra, qui était contestataire de la tenue du dialogue national, a fait descendre les gens dans la rue. Il y a eu une répression violente. Plusieurs morts, selon les rapports internationaux de Human Rights Watch et même de la Commission nationale des droits de l'homme, le nombre varie. C'est dans ce contexte que, le 28 février dernier, M. Yaya Diallo, principal opposant, qui a pris le relais de Succès Masra, a été assassiné de manière très très inquiétante. Et la communauté internationale, vous l'avez dit, reste silencieuse. Et c'est un peu ça le drame. Et même, on a vu la présence de M. Afrique, le nouveau Jean-Marie Bockel, qui s'est félicité sans avoir un mot pour non seulement Yaya Diallo, mais des dizaines de morts. Tout à fait, c'est ça, justement. Il n'y avait pas de compassion. Non seulement Yaya Diallo, avec lui, beaucoup de morts, beaucoup d'arrestations arbitraires. Et ni Succès Masra non plus, qui, à un moment, étant en voyage, a dit qu'il se positionnait tout à fait. Sur la décision de la posture du Après, gouvernement. il a eu un rétro-pédalage, sauf que, justement, à la différence, donc, le Tchad est une réalité un peu complexe, où l'armée tchadienne reste quand même une armée puissante pour la communauté internationale, notamment la France, l'Union européenne et les États-Unis. Qui héberge l'armée française et qui a stratégiquement a un positionnement qui fait qu'en 2 heures de temps, on peut joindre toute l'Afrique. C'est ces facteurs que vous avez décrits ici qui font que les gens sont plus complaisants, plus consignés avec le régime tchadien. Et moi, je voudrais juste souligner qu'il est vrai que depuis le départ des troupes françaises du Sahel, le Burkina, le Mali et maintenant le Niger, et le départ également du G5 Sahel, normalement, le curseur, comme vous l'avez dit, devait être placé sur le Tchad. C'est que l'agenda du droit de l'homme, l'agenda de l'état de droit, l'agenda de la démocratie devait être quand même la priorité de la communauté internationale, étant donné que l'armée tchadienne, qui était utile et indispensable pour la lutte contre le terrorisme au Sahel... Hélas, les intérêts priment. Justement. Et donc nous, justement, en tant qu'ancien conseiller du chef de l'État, mais aussi également activistes militants, nous faisons ce plaidoyer auprès de la France, auprès de l'Union européenne et auprès des partenaires du Tchad, que la priorité devrait être... Mais là, vous venez de citer tout le monde sauf les institutions africaines. Mais l'Union africaine, mais justement, l'Union africaine, vous l'avez... La CAC, la CEMAC. Justement, le problème, c'est que vous savez très bien que les organisations sous-régionales ou bien continentales ont toujours fait preuve des limites de leur puissance, de leur capacité de médiation ou bien de trouver des solutions à nos problèmes. Et donc, les Africains sont obligés de se tourner vers ces institutions internationales que nous avons toujours décriées. Et donc, ça repose encore une fois de plus la question de souveraineté de nos institutions. Et moi, je m'interroge également, il est temps que, pour le cas du Tchad, que la mobilisation soit plutôt élevée et que la communauté internationale exige également des autorités tchadiennes, plus de démocratie, plus d'alternance, plus de liberté et surtout le respect des droits de l'homme. Si tel n'est pas le cas, on risquerait également de nous retrouver dans une situation d'enlisement. Il est vrai que tout à l'heure, Chambel évoquait le cas du Mali, il y a des réalités internes au Mali qui ont peut-être retardé la tenue de l'élection présidentielle. Ça peut être un peu le cas du Burkina. Mais néanmoins, il faut que cette situation... Nous allons y revenir. Donc, on est avec la présidente qui observe, parce qu'elle est de l'Observatoire Kissal, burkinabé de son État. Alors, à sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré avait annoncé qu'en 3 mois, il allait juguler la crise, en tout cas contenir le djihadisme et 6 mois après, organiser des élections. Or, son dernier discours après la sortie des États du Sahel de la CEDEAO
n'augure rien qui montre que Ibrahim Traoré va partir aux élections. Tout à fait. Merci Sadio. Comme vous venez de le dire, et mes prédécesseurs aussi, ce qui se passe au Sahel est vraiment inédit. Mais le cas du Burkina Faso aussi est un cas particulier. Effectivement, on a le capitaine Traoré qui fait un coup d'État, qui arrive, qui promet de restaurer le territoire en 3 mois. Malheureusement, les résultats ne suivent pas. Et progressivement, on a un discours qui ne parle plus de l'aspect sécuritaire, mais plutôt un capitaine et son entourage qui se projettent sur du long terme. Diversification des partenaires. Dans la diversification des partenaires aussi, on voit c'est beaucoup de partenaires économiques. On nous parle de mise en place de raffineries. Ils sont en train d'aborder tous les sujets, sauf les sujets qui les ont permis d'arriver au palais, c'est-à-dire le sujet sécuritaire. Et aujourd'hui... Et selon vous, alors qu'on voit que les chiffres des morts, des déplacés internes augmentent de plus en plus, selon vous, qu'est-ce qui a pu freiner ces militaires-là qui, au départ, avaient bien promis la tenue des élections et surtout qu'ils avaient balayé leurs prédécesseurs sous le prétexte qu'ils étaient à mesure, justement, de contenir la crise sécuritaire, étant eux-mêmes des hommes de terrain. Ils ont été sur le terrain djihadiste. Bien sûr. Qu'est-ce qui a pu bloquer? Je pense que ce qui a pu bloquer, c'est vraiment l'absence de résultats. Il faut le dire, aujourd'hui, il n'y a aucune reconquête du territoire. Le nombre de déplacés augmente, les groupes armés terroristes continuent à attaquer et c'est des attaques violentes, sanglantes. Et aujourd'hui, sur certaines zones, on parle de crimes de guerre, on parle beaucoup d'exécutions sommaires et qui émanent des forces de défense et de sécurité ou des volontaires pour la défense des patries, de la patrie. Donc en termes de protection des civils, je dirais qu'aujourd'hui, le capitaine Traoré a échoué. Alors, les chiffres augmentent, les chiffres sont documentés aujourd'hui. On parle au Burkina Faso de plusieurs charniers. Alors, donc, de ce fait, oui, les organisations des droits de l'homme, il y a un muselage qui est manifeste. On a vu tout dernièrement que c'est le vieux Ablaye Ouedraogo qui a été muselé de façon à être mis sur le terrain. Alors, je ne sais pas, comment qualifiez-vous ces attitudes des juntes qui, aussi, on a bien vu au Mali que personne ne peut parler. Est-ce que le musulman fait partie du package, finalement, qui accompagne ces juntes à se fixer dans la durée et avoir, pour le Mali, 4 ans maintenant que ça dure, c'est-à-dire la durée de mandat au Ghana? Bien sûr, le musulman et le rétrécissement de l'espace civique permet vraiment à ces jeunes d'avancer et de mobiliser que leurs partisans. Aujourd'hui, il n'y a que leurs partisans qui peuvent parler. Quand vous regardez au Burkina, aujourd'hui, on est divisé en 2 clans. Ceux qui soutiennent la transition sont appelés des patriotes. Et nous qui continuons à dénoncer sur la situation nationale, on est considérés tout simplement comme des apatrides. Et voire même, certains d'entre nous qui dénoncent sont envoyés au front, comme vous l'avez dit, pour Ablaye Ouedraogo. Pareil pour le docteur Louré, qui était un anesthésiste qu'on a envoyé et qui est revenu. Et aujourd'hui, les disparitions forcées sont devenues la marque de fabrique du régime Traoré. Voilà. Même chose au Tchad, où le musulman est le plat quotidien, le plat national, et où aussi on voit que ça a quand même été difficile, violent, de museler éternellement Yaya Dillo sans que les Tchadiens ne s'en émeuvent davantage. Est-ce que c'est parce que c'est un pouvoir militaire auquel ils sont habitués, parce qu'on voit que les Tchadiens se révoltent quand même. Mais pourquoi Yaya Dillo, qu'on a dit avoir un poids politique certain et qui pouvait facilement faire face à Mahamat Déby aux urnes, a été tué sans que... Mais justement, vous posez une question légitime, étant donné que depuis un certain temps, nous avons constaté que des mesures, ou bien des lois liberticides empêchant à ce que les forces démocratiques et la société civile puissent manifester. Et à cela s'ajoute également, elle l'a dit, le rétrécissement, le renfermement effectivement de l'espace civique et politique, empêchant à l'opposition démocratique de pouvoir exprimer. Donc elle est confinée, cette opposition de la société civile, à des conférences de presse dans des locaux, etc. Et c'est dans ce contexte que M. Yaya Dillo, qui était une voix déviante, discordante, qui
qui avait un poids. Hein. Vous savez, il est de la même famille que le président Mamadi Dibi, il est le neveu du président, mais également le cousin de l'actuel président. Donc, en fait, voilà, de l'ethnie. Et donc, tout le monde ne s'y attendait pas que le déferlement des haines et des violences, la manière où des armes lourdes ont été déployées au sein du QG, des partis aussi, donc, non seulement un déploiement militaire, mitraillant, il y a dû jusqu'à ce qu'il soit arrêté et puis, je sais pas, abattu. Et à cela, on revient encore raser complètement le local. Donc, c'est un message envoyé également à l'opposition démocratique qui s'exprimait sous débit et que tout le monde n'est pas à l'abri des paix ou bien de la cible. Et donc, mais là, ils ont terrorisé un peu, par cette chape de plomb, ils ont terrorisé l'opinion publique tchadienne. Donc, du coup, les gens qui s'expriment ne peuvent plus s'exprimer. Donc, on a balisé le terrain. Donc, pour clore justement cette première partie de l'émission, on va permettre à Thiambel, journaliste, chroniqueur sur plusieurs médias d'ailleurs, de nous expliquer comment lui, journaliste, voit de Paris, comment les rétrécissements de liberté justement se passent dans son pays et répondre à la question qui est de comment faire pour juguler justement le terrorisme tout en n'ayant plus, pour le cas du Mali, le peuple massivement avec soi. Parce que lorsqu'on voit la crise énergétique aujourd'hui, la dissolution de l'AEM, la dissolution du parti, le SADI, la dissolution du parti PSDA de Ismaël Sako, donc les deux partis Omar Mariko, que la plupart de ceux qui devraient faire le débat malien aujourd'hui sont en exil ou sont traqués tout simplement. Comment pourrons-nous pourrons-nous mettre tous les acteurs ensemble pour réfléchir à la meilleure méthode de lutter contre le terrorisme? Oui, vous l'avez dit, il faut savoir que ce terrorisme aussi a atteint une phase avec l'échec de la communauté internationale. Ça, c'est une réalité indéniable, hein, parce que toutes les armées se sont déportées au Mali à un moment donné. Malgré leur effort, le plan, la stratégie adoptée n'a pas permis à ce qu'on recouvre l'intégrité territoriale. Le cas du Mali est très simple. Hein. C'était la goutte d'eau de Kidal qui ne passait pas du tout dans l'opinion nationale. Si, en quelque sorte, le régime précédent est presque tombé à l'issue de manifestations monstrueuses dans la ville de Bamako, c'était un peu dû à cela, parce que la France a commis l'erreur de ne pas accepter à ce que l'armée malienne revienne à Kidal comme elle était dans le temps. Et ça... L'accord en a souffert, la lutte efficace contre le terrorisme a pris un coup sérieux parce que Kidal était considéré comme l'arrière-base de cela. Encore que quand même cette transition a réussi à ramener l'armée à Kidal, mais ce n'est pas une fin en soi. Une chose est de revenir à Kidal qui a été largement salué par les populations. Mais le retour à Kidal de l'armée malienne n'a pas fait qu'il y ait reddition de la part des rebelles qui n'ont pas accepté encore de se mettre sur la même table pour... Non, en 2012, on parlait de recouvrir l'intégrité territoriale. Kidal manquait. Aujourd'hui, on est sur l'intégrité territoriale, même si la sécurité n'est pas partout, elle n'est pas parfaite. C'est une réalité quand même que l'intégrité territoriale, en tout cas de ce point de vue, ça permet d'apaiser les populations. Ça permet, parce que c'était la goutte d'eau qui débordait, c'était ce qui ne passait pas dans l'opinion. Ça ne nous dit pas comment mettre les Maliens ensemble afin de... Oui, mais j'en viens. Je décris la situation telle qu'elle a été perçue, et même si je ne sais pas parce que moi j'étais de l'autre côté, j'étais un vrai défenseur de la démocratie, de la continuité de l'État, mais c'est ce camp qui a gagné. Il faut reconnaître la réalité à un certain moment donné, il faut s'asseoir et reconnaître qu'ils sont restés quand même au Mali, ils se sont battus, ils ont remporté une partie de cette victoire-là, mais aujourd'hui on nous dénie cela, ils dénient à une partie, il fallait s'attendre à ça, hein. C'est cette opinion-là qui est majoritaire dans le pays aujourd'hui au Mali. Il y a des voix discordantes qui se font entendre au Mali et ailleurs en dehors du Mali. C'est regrettable que certains choisissent l'extérieur pour pouvoir s'exprimer et que la plus grande partie s'exporte. Merci Thiambel. Nous allons donc revenir, si vous le souhaitez, dans la deuxième partie de cette émission pour l'évoquer plus largement et on marque une petite pause. Tumulte africain sur Télé Sud.
une émission qui rassemble les idées des jeunesses de ces parties du monde pour essayer d'entrevoir les perspectives qui permettront de la sortie de crise. Alors, pour en parler, dans cette deuxième partie, nous avons toujours Binta Gascon, présidente de l'Observatoire Kissal. Nous avons toujours avec nous le journaliste Gimba Yara Tchambel et ensuite ancien conseiller à la présidence du Tchad, Makaila Gembla. Alors, dans cette partie, nous allons parler, bien sûr, de la répression que vous avez les uns et les autres évoquées, les restrictions des libertés des musulmans, en gros. Est-ce que cela permet aux putschistes plus de se concentrer sur la dite lutte ou encore, est-ce que ça leur permet tout simplement de gagner du temps pour rester au pouvoir? On peut faire ce procès d'intention de rester au pouvoir, mais c'est des transitions. Une transition a un début et une fin. Mais la durée de la transition du Mali, ça fait bientôt 4 ans. Non, il faudrait-il que les populations l'intègrent. Mais si une transition est populaire et que le peuple accepte d'accompagner la transition, qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas, ça appelle à avoir une durée déterminée, ça c'est clair. Ça, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau comment faire pour que dans cet espace-là, dans ces pays-là, qu'on puisse atteindre la sécurité maximum ou minimum pour organiser des élections, pour qu'on puisse se donner des instruments qu'il faut pour aller à ces élections-là, pour que les partis politiques reviennent et réinvestissent l'espace médiatique, l'espace public, tout simplement, pour pouvoir faire leur travail. C'est ça le débat et les défis. Makaila, pour aussi aller aux élections, il faut avoir des partenaires sûrs pour accompagner dans ce processus-là. Est-ce que lorsqu'on n'est pas un président de la République, le processus n'est pas plus compliqué? Alors que Gimba Tchambel semble alléger par son narratif la situation, est-ce qu'il n'est pas plus compliqué de lutter contre le terrorisme quand on n'a pas la signature nécessaire d'un président de la République? C'est vrai, l'argument sécuritaire était avancé par certains appellent la junte au Mali, au Niger et au Burkina, au Tchad également. La presse internationale se méfie également, ou bien a peur d'employer le terme la junte. Mais en ce qui concerne effectivement les partenaires au développement, le PNUD, je vais parler, et la Banque mondiale, sont là effectivement pour financer des élections organisées qui devaient être organisées dans un pays. Mais on a l'impression que les paramètres sont des paramètres à géométrie variable. Il s'agit dans certains pays où la mobilisation de la communauté internationale est accrue, et quand il s'agit des autres pays, on a l'impression que je vais parler du Tchad. Je vais parler du Tchad parce que c'est le pays où je connais le plus. C'est vrai, même si j'ai une culture assez large sur le pays du Sahel. Sauf que sur le cas du Tchad, on a l'impression que la communauté internationale a un investissement très faible. Et souvent, l'État lui-même se mobilise pour avoir des fonds personnels. Par exemple, en ce qui concerne... Alors que politiquement, le Tchad est soutenu par la communauté internationale. Sur le volet sécuritaire. Sécuritaire. Oui. Et quand il s'agit de débourser... Pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour les élections libres et transparentes, la communauté internationale devient un peu réticente. Et donc, cette pratique de 2 poids 2 mesures pose problème pour des observateurs comme nous qui sommes les plus éclairés, les plus avertis. Et donc, pour nous, j'estime qu'en fait, il y a une posture de léser certains pays par rapport à d'autres. Le cas du Mali, effectivement, est différent. Si jamais aujourd'hui, jusqu'à 4 ans de transition, elle est longue, à un moment donné, le bras de fer avec Paris, si je peux me permettre de dire, avec Paris, fait en sorte que la France serait certainement à l'origine de quelque chose, d'avoir retenu un peu les partenaires, de se mobiliser sur le Mali. Peut-être ça qui peut être à l'origine, effectivement, de faire en sorte que la transition malienne échoue et que ça puisse permettre à faire plaisir à Paris. Et là, je pense que j'ai eu un peu cette analyse. En tout cas, moi de mon point de vue... Comme Paris est parti, il est parti avec ses... Il est parti avec ses partenaires européens. Eh c'est clair, parce que Barkhane, c'était... c'est le poids lourd. Takuba, c'était quand même les partenaires européens en général. Et donc le Mali était obligé de se tourner d'autres partenaires qui sont très mal vus du point de vue de Paris. Et donc, de Bruxelles aussi également, et même des États-Unis. Et donc, on se met dans une situation où nos militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont créé
créent une certaine rupture avec les populations. Au regard de ce qui se passe actuellement, rétrécissement de l'espace civique, donc enseignement des populations. Régulièrement, la lutte contre le terrorisme n'a pas connu de succès élogieux, comme elle l'a dit tout à l'heure au Burkina. Donc tous ces faits sont vraiment préoccupants pour nous. Il n'y a que le Niger qui est arrivé au pouvoir et qu'il est dans une posture d'isolement parce qu'en fait, à cause de Bazoum, la qui n'a pas démissionné. Qui n'a pas démissionné, voilà. et donc la situation reste entière. Oui. Mais Binta Sidibé, est-ce que le fait que le Niger, par exemple, ou le Burkina s'enlisent dans leur posture est dû au fait que la diversité de partenariats n'a pas lieu, alors qu'on a bien vu que dans le cas du Mali, même lorsqu'on a créé qu'il n'y avait pas diversité de partenariats, on a bien vu que les premiers armements exposés par la junte au pouvoir étaient des armements achetés par Feu Ibeka avant sa chute. Alors qu'on nous prétexte l'argument du fait qu'on n'arrive pas à bien nous battre à cause du... Et on nous fait venir un partenariat pour le Mali et le Niger. Non, pour le Mali et le Niger, ce sera certainement Wagner, mais au Burkina, il y a... COP Africa, qui est quand même quelque chose d'acceptable parce que c'est une société militaire privée dans les règles qui n'ira pas combattre sur le terrain, contrairement à ce qu'on a vu à Kidal, à la prise de Kidal, qui avait des militaires de Wagner et qui ont même planté leur drapeau sur le fort de Kidal après que les rebelles soient partis déloger de là. Alors, est-ce que vous croyez, je reviens, que les partenaires, il y a des partenaires adéquats pour lutter contre le terrorisme, ou encore si le fait que la France soit partie a accru le nombre de poches terroristes dans votre pays et dans les pays du Sahel en général? Alors, pour revenir sur ce que vous dites sur la diversification des partenaires et s'équiper, il y a quand même des choses qui sont là, qui sont quand même flagrantes. C'est une bonne partie des équipements qui sont achetés nouvellement. On le voit lors des attaques des groupes armés terroristes qui vont jusqu'à récupérer des camps et récupérer le matériel et repartir avec. C'est comme si les groupes armés terroristes venaient dans un supermarché et partir. Donc, ce n'est pas une question d'équipement. C'est comme le capitaine Traoré l'a dit dans son premier discours, qui était un discours vraiment qui, pour moi, me donnait vraiment de l'espoir, où il disait qu'il a parcouru les zones du Sahel et que pour lui, il faut s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Et pour moi, je pensais vraiment que la réponse, avec l'arrivée du capitaine Traoré, ça aurait été de s'attaquer aux causes profondes de cette crise sahélienne et non pas à partir sur encore du tout militaire. On sait très bien que le tout militaire ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Et il n'y a pas de raison qu'on s'acharne pour que ça fonctionne en Afrique. Parce que pour moi, c'est de l'acharnement, tant pour nos juntes, mais tant pour la communauté internationale aussi, qui déploie énormément de moyens, mais toujours que dans le militaire. Donc cette façon-là aussi, il va falloir le changer. Et pareil au niveau des juntes et la création de milices locales. Tout ça, ça reste encore que du militaire et ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, un jeune sahélien, il a deux options. Soit prendre les armes pour combattre, être patriote, combattre les terroristes, ou soit rejoindre les groupes armés terroristes. Mais dans les deux cas, ça reste le côté... L'immigration clandestine. Ou l'immigration. L'immigration vient, si on refuse ces deux options-là, de prendre les armes pour défendre son pays ou contre son pays des groupes armés, l'autre option qu'il y a, il n'y a aucune autre option à part partir, c'est l'immigration. Guimbala, justement. Et je voudrais juste rebondir sur quelque chose, ce que mon voisin a dit tout à l'heure, sur les peuples. Il est important pour moi, je pense, de définir vraiment, quand on parle de population sahélienne, de peuple sahélien, ce n'est pas que ceux qu'on voit à Ouagadougou, à Bamako ou à Niamey, des personnes qui, le cas de Ouaga, qui occupent les ronds-points, qui sont pro-jeunes, qui sont pro-russes, avec des drapeaux russes. Non, ce n'est pas que ça la population sahélienne. La population sahélienne, c'est des populations qui sont loin de nos capitales, qui sont dans une détresse absolue, qui attendent aujourd'hui l'accès à l'humanitaire et tout ça tarde à venir. Pendant que nos jeunes sont dans les capitales, qui sont aujourd'hui sursécurisés, il faut le dire. L'armement aussi qui vient, on n'arrive pas à le conserver. C'est les groupes armés qui les récupèrent. Voilà, donc voilà, c'est de réduire vraiment l'aspect militaire. Par rapport au temps, Guimbala, justement, par rapport à cet aspect sécuritaire ou encore la non prise en compte de l'aspect politique qui font qu'on doit redire les poches de pauvreté, il y a de nouveaux partenaires.
qu'on a pris en compte et qui ne réduisent pas plus que ça les postes sécuritaires. Est-ce que les nouveaux partenaires sont à la hauteur ou est-ce que l'armée, qui a conséquemment acquis du matériel militaire, hein, a également un autre problème? On a mis du temps, 9 ans. L'opération Serval Barkhane Takuba a duré 9 ans. On a fait le bilan, il est négatif, largement négatif. C'est trop tôt de faire le bilan de ce changement-là, quoique ça pèse lourd. Ses partenaires techniques, la France, évidemment, essaie de couper ces pays de ses autres partenaires, mais on voit que ça retourne. Mais le problème, ma préoccupation est que ces pays-là, c'est quand même un vaste ensemble qui va de l'océan, de l'autre côté atlantique, c'est une bande, le Sahel. Ces populations sont jeunes, c'est 3 pays principalement, 22 millions d'habitants à peu près, à part le Burkina, le Niger et le Mali, sont dans cette fourchette-là. Donc avec des populations très très jeunes. Le problème est que je suis d'accord en partie avec ce que dit Binta, c'est-à-dire que le tout militaire n'est pas la solution, mais on contraint nos États à réduire ses poches par la violence, sinon ils n'ont pas d'autres alternatives. C'est vrai qu'il faut développer en même temps, il faut sécuriser, mais il faut aussi avoir une confiance. La réalité est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative que de faire face à cette insécurité-là, de travailler ensemble, de se parler et de dialoguer pour une sortie heureuse. Oui, mais justement, quand on dit que quand Gimba Tchambel dit qu'il y a des partenaires, ces États-là sont empêchés de diversifier leurs partenaires. Est-ce que vous êtes d'avis, étant donné qu'on a toujours vu, par exemple, la Chine, si on prend en termes d'échanges commerciaux avec l'Afrique, est à 255 milliards, là où la France, de dollars, là où la France n'est qu'à 66 milliards. Est-ce qu'il y a un problème de partenariat ou de choix personnels et des stratégies personnelles pour s'accrocher au pouvoir de la part de ces jeunes? Parce qu'on n'a pas vu que l'arrivée de Africa Corps n'a pas été acceptée, alors que l'arrivée de Wagner a été décriée pour des raisons qu'elle ne répondait pas tout simplement aux normes. C'est vrai, vous avez raison, la politique des 2 poids 2 mesures est quand même brandie par certains partenaires historiques de l'Afrique, de ces pays dont vous avez cité le Niger, le Mali et le Burkina, et je vais ajouter aussi le Tchad. Et donc c'est vrai, ça lèse un peu les gens, il faut que les pays africains soient autonomes, libres, à diversifier les partenariats parce que la question de développement ne doit pas se reposer sur un seul partenaire. Et donc, c'est le cas, effectivement, ça devait être le cas de nos pays africains qui doivent quand même aussi connaître ce qu'on appelle l'essor économique et social de leur population. Or, on a l'impression qu'après l'indépendance, 63 ans après l'indépendance, nous avons fait du surplace. Et donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience un peu globale qui s'est manifestée dans l'opinion africaine. Du point qu'on peut aller se jeter dans les mains de n'importe quel partenaire, fut-il militaire, militaire de Wagner. Merci, on se retrouve dans la 3e partie de cette émission. Merci. Alors, dans cette dernière partie de Tumulte africain sur Télé Sud, nous allons aborder une autre question. Le Mali, le Burkina et le Niger se sont isolés de la France et des pays de la CEDEAO pour des raisons que nous évoquerons avec les invités dans cette émission. Ils se sont attachés les faveurs de la Russie par Wagner et pour le Mali et plus récemment par le Burkina de Africa Corps. Alors, qu'est-ce que cela va changer dans la lutte contre le terrorisme en matière de développement? Est-ce que ça pourra permettre de soulager les peines des populations? Parce que, quoi que l'on fasse, au cœur se trouvent quand même des populations où on enregistre de nombreux déplacés internes. Je vous le disais, plus de 575 000 pour le Mali. Et pour le Burkina, c'est beaucoup plus d'1 million de déplacés internes qu'on enregistre depuis 2015 et qui ne fait que s'accumuler. Alors, de plus en plus de candidats à l'immigration pour ces pays aussi, on enregistre. Vraiment, donc est-ce que finalement, cette lutte contre le terrorisme, on est en train de voir que le développement de ces pays-là est lié au sort de ces terroristes-là qui empêchent de se développer, ou encore nos dirigeants eux-mêmes ont des problèmes
pour ne pas sortir leur population des marasmes qui les entraînent dans des méandres qu'on ne souhaite pas de plus en plus. C'est vrai, vous évoquez, c'est vrai, les contradictions internes doivent trouver des réponses cohérentes aux revendications de population. Or, on a l'impression que la Libye sécuritaire est avancée par certains régimes véreux qui veulent se maintenir au pouvoir au détriment de l'intérêt, au détriment du développement de la population. Et il est vrai également que certains partenaires ont aussi brandi la question de la lutte contre le terrorisme comme était un levier important pour faire taire effectivement certaines voix. Donc nous pensons qu'il est effectivement temps que les gens réorientent, reconsidèrent un peu leur approche, l'approche qui n'a pas marché, que ce soit au Mali, au Burkina et même au Niger. Au Niger, il n'y avait pas quand même une menace terroriste, mais les deux pays étaient la cible des groupes terroristes. Et donc, on a changé de partenaire de la France vers la Russie. Et depuis 4 ans, on a l'impression qu'on n'a pas réussi à mater ou bien écraser le groupe terroriste. Donc, je pense qu'il est temps de faire des pauses sur cette question et dire, écoutez, pensons également à l'agenda de développement. Si on ne pense pas à l'agenda de développement, ça veut dire qu'on va s'enliser. Et là, certains pays se sont enlisés, y compris notre pays, le Tchad aussi, qui, à un moment donné, a élevé effectivement la question, a fait de la question, de la surenchère, la question de la lutte contre le terrorisme, ce qui a fait que les partenaires internationaux avaient de l'estime, de l'appréciation pour l'armée tchadienne, mais sauf qu'à l'intérieur, il y a des limites au niveau démocratique, limites également de l'état de l'espace civique et politique et même de l'état de droit. Donc il faut absolument que les partenaires, ou bien ceux qui accompagnent les pays africains, essaient d'être cohérents et puis de juger. La lutte contre le développement doit être aussi alliée effectivement à la question du développement. Binta Sidibé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, les militaires qui ont pris des armes, qui ont commis des coups d'État, qui sont des crimes imprescriptibles, n'ont pas mis le monde entier dans le tropisme en brandissant les sanctions qui sont toutes font partie du package qu'eux-mêmes ont souvent utilisé contre d'autres pays qui ont été dans les mêmes situations. Pourquoi on se retrouve à négliger le côté développement et à voir que la CEDEAO est le tout mauvais, la toute mauvaise en tout, et que ceux qui ont pris les pouvoirs par les armes, on ne les pointe pas du doigt en pensant qu'ils sont des sauveurs, alors qu'on n'a pas vu ce qui a pu bouger depuis leur prise de pouvoir en termes de développement dans leurs pays respectifs. Je pense qu'en position de sauveur, ils n'ont rien mis en œuvre. Pour moi, la chose qui devrait être au-dessus de l'agenda de toutes ces juntes, c'est de la protection des civils. Elle n'est pas effective aujourd'hui au Sahel. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est face à des crimes de masse de civils. Les Sahéliens ont payé un lourd tribut, pendant que ces militaires-là sont sécurisés dans les capitales. Donc, ce qui serait important de faire aujourd'hui, c'est de mettre au-dessus de l'agenda la protection des civils. S'ils ont fait des coups d'État, c'est la seule chose qui pourrait légitimer. En tant que défenseuse des droits humains, je ne peux pas dire que je vais légitimer un coup d'État. Mais s'ils arrivent à protéger effectivement les Sahéliens, leur coup d'État aura son sens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est des milliers, c'est par centaines. C'est des vrais carnages. Quand vous voyez au Burkina Faso, on parle des attaques 300 morts, 200 morts par-ci. Au Mali aussi, c'est le cas. Donc c'est à ce niveau-là que les juntes ont échoué. Et pour aller plus loin, ils sont en train d'échouer où les groupes armés terroristes sont en train de faire des campagnes de charmage des Sahéliens, de promettre la protection aux Sahéliens, de faire aujourd'hui des zones où les produits de première nécessité, par des raisons, par un réseau de contrebande... N'avez-vous pas l'impression que ces peuples aussi vivent d'espoir quand on leur promet la construction d'une centrale nucléaire, quand on leur dit que l'or du Burkina sert au Burkina, alors que nous savons que l'or dans les pays africains appartient plus aux acheteurs qu'aux pays qui, selon le code minier, leur donnent un petit bout d'avantage ou pas. Oui, mais tout ça, c'est des campagnes de populisme et de désinformation. On sait très bien, on peut le dire aujourd'hui, mettre une centrale nucléaire alors qu'on n'a même pas d'eau potable à Ouagadougou, c'est absurde. Il faut combien de litres pour refroidir un réacteur ? Il y a des réalités. Pour revenir à tout à l'heure ce que je disais sur les groupes armés terroristes, eux aujourd'hui sont en train d'intégrer la protection des civils. Récemment, à la dernière attaque au Burkina Faso le 25 février, quelques heures après, les groupes armés terroristes ont diffusé une vidéo, est-ce de la propagande ou autre,
Mais le message est clair. On montrait des groupes armés terroristes qui venaient auprès des rescapés, leur donner de l'eau et leur faire des soins. Ouais. Donc ça veut dire qu'eux, ils intègrent ça, mais nous, dans un état de droit, on est incapable de l'intégrer. Et pareil pour la communauté internationale. La protection des civils, il est urgent de le mettre en place aujourd'hui. Oui, et Tchambel, justement, pour le cas du Mali, on voit les populations, les activistes pro-junte qui demandent que la junte malienne, qu'on donne encore davantage de temps à la junte malienne. Si ce qu'on n'a pas pu faire en 4 ans, donc 4 ans encore, est-ce qu'on ne va pas atteindre quasi les 9 ans qui ont fait échouer la France et ses partenaires occidentaux dans la lutte contre le terrorisme? Quelles sont les marges de manœuvre qui restent, et surtout face à la crise énergétique qui fait que beaucoup de gens se désolidarisent de la junte malienne? Quelle marge de manœuvre il lui reste encore pour pouvoir sortir les populations des besoins alimentaires basiques et contrôler le djihadisme qui, semble-t-il, 4 ans après, n'a pas pu avoir été de résultats bien qu'il y a eu changement de partenaire. Donc, de Barkhane à Takuba à Wagner. Oui, moi je dis la marge est énorme, hein, de 4 à 5 ans. Je crois que si là beaucoup d'eau vont couler sous le pont de Bamako et qu'on espère qu'on n'en serait pas jusque-là. De toutes les façons, la situation est difficile aujourd'hui. C'est que psychologiquement, le retour de l'armée à Kidal est un point fort dans l'opinion publique malienne. Personne au Mali ne peut le nier et personne ne le niera. Si l'accord a eu une difficulté, parlant de l'accord d'Alger, c'est en partie dû à cela. Je crois que les Français auraient mieux fait d'intégrer ça dans leurs demandes et dans leurs démarches. Aucun Malien ne veut le Mali divisé. Ça, c'est clair. Les Maliens tiennent à ce que ce pays reste unitaire et uni. Ça, c'est un pas qui va en leur faveur. Mais l'autre difficulté est que la France s'est réellement coupée de ces pays, vous l'avez signalé, coupée de ces pays. Mais c'est plutôt la France qui a désapprouvé cette diversification avec la Russie, ce partenaire avec la Russie, quoi qu'il existait aussi sous d'autres régimes. Mais en réalité, il faut faire attention entre la Russie officielle, qui n'a pas de problème, et cette Russie de Wagner, où ce sont des Africains qui ont quand même signé la Convention de Genève à ne pas utiliser les mercenaires et les armées parallèles. Aucun gouvernement de Mali ne parle de Wagner. Le gouvernement de Mali ne parle jamais de Wagner. Voilà, jamais dit Wagner. On a vu Prégogine en parler. Ils ont tout à parler de la Russie. Et on a vu quasiment aussi Poutine revenir sur cette histoire de Wagner qui ne serait pas une institution. Oui, je ne peux pas me référer au discours de Prigogine ou de Poutine. D'accord. Ce que je sais, c'est que la France continue à siéger au Conseil des Nations Unies en même temps que la Russie. Ces deux pays sont tous membres du Conseil. Makaïla, nous savons la condescendance de ces États-là. Mais est-ce que nous devrons rester accrochés au regard de l'ancienne colonie alors que nous avons la CEDEAO, l'Union africaine et les autres institutions sous-régionales pour se porter? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la France, l'Africain, même les jeunes Africains, 60 ans après, arrivent encore à pointer du doigt un bouc émissaire, fût-il français, qui a réellement ou non fait du mal? Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait tout pouvoir se dire nous sommes libres, donc nous nous concentrons sur nous avec les moyens que nous avons, ou bien encore pointer du doigt quelqu'un qui soit hors du continent? Vous avez raison, Sadio, c'est que depuis un certain temps, les Africains, ou bien nous, Africains, on avait pensé que la France était le mal absolu. Or, on a abandonné, bien abandon, c'est une fuite. Et là, ça parle de responsabilité aussi. La France a une part de responsabilité en réalité. Moi, je nuance cela parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la France ne nous a pas interdit de créer des écoles, des hôpitaux, ne nous a pas interdit de créer des structures routières, etc., et d'infrastructures de développement. Et donc, si au niveau peut-être de maintien au pouvoir des régimes impopulaires, ravalés par leurs citoyens, là, peut-être on peut pointer le doigt. Mais sur les questions de développement réel, la France n'a pas empêché les gens. On va faire intervenir la seule femme qui est sur le plateau qui, lorsqu'il s'agit de manque de perspective, je suis sûr qu'elle nous dira que ce sont les femmes qui sont les plus affectées. Bien sûr, c'est les femmes qui sont les plus affectées. Est-ce que d'abord vous sentez le manque de perspective de nos dirigeants? Il n'y a aucune perspective aujourd'hui. Il n'y a aucune perspective.
pour revenir sur ce que vous disiez sur la diversification des partenaires ne devrait pas poser problème. Ce qui pose problème, c'est de se rapprocher de partenaires qui ne sont pas regardants sur les questions de droits humains. Ça. On a tous vu ce qui s'est passé à Moura. C'est des centaines de morts qui impliquent des forces étrangères. Donc c'est extrêmement grave. C'est d'accepter en fait sur notre continent des personnes qui ne sont pas regardantes sur les droits humains. Donc ça veut dire des poursuites. Moura, c'était avec la France. Non, Moura, c'était pas avec la France. C'était quand même, ça impliquait quand même Wagner. Wagner, ouais. Moura, si j'ai une bonne mémoire, c'était avec où? C'est Bounty. Non, c'est Bounty. Bounty, ça c'est autre chose. Bounty, voilà. ça c'est autre chose. Voilà, Bounty, donc, Moura, ça nous impliquait quand allons même, encore les Russes. nous arrêter un tout petit peu pour aborder un sujet en petit supplément de cette émission qui est un sujet qui nous est personnellement qui nous tient personnellement à cœur parce que c'est en train de perdre la jeunesse africaine. On y revient dans un instant. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la diaspora congolaise de France. L'ouverture du bureau de liaison de l'Agence congolaise pour l'emploi à Paris le 25 mars au 57 bis rue Schaeffer, dans le 16e arrondissement. Cette initiative stratégique et qui fait suite au forum de recrutement de la diaspora congolaise qui s'est tenu en novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux a été concrétisée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. M. Hugues Ngouelondele qui a procédé ainsi à la coupure de ruban du bureau de la CPE Paris et la visite des locaux. L'année de la jeunesse, voilà, pour emmener les gens de la diaspora en pays. Ici, c'est la salle des collaborateurs, des différents collaborateurs de l'agence. Ils sont 4 conseillers. Devant ce parterre d'invités, l'ambassadeur de la République du Congo en France et le représentant du directeur général de la CPE ont rappelé l'engagement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'inauguration de ce bureau de liaison de l'Agence congolaise pour l'emploi en France marque une étape importante dans la mise en œuvre par le gouvernement des très hautes orientations du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, après qu'il a décrété l'année 2024, année de la jeunesse. Le plus palpable des symboles dans ce qui nous réunit ce matin est la volonté d'un homme, celle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui lors de son allocution à l'occasion de la célébration de la journée de la proclamation de la République, nous nous en souvenons, le 28 novembre 2023, martelait encore, je cite, « Nous devons veiller à placer pour le recrutement tous les jeunes postulants sur les mêmes chances, avec objectivité et sans discrimination. » Fin de citation. En clair, aucun Congolais ne devrait être défavorisé dans son élan ou sa volonté d'accéder au travail sur le marché congolais. Ceci justifie l'importance que le gouvernement de la République du Congo accorde aux Congolais de l'étranger et la raison pour laquelle ce bureau de Paris est créé. Un engagement salué par des membres de la diaspora présents à cette cérémonie. On est vraiment enchantés de cette démarche de la CPE de venir au sein de la diaspora. Pour nous, c'est vraiment une approche du Congo vers sa diaspora. On ressent qu'il y a la volonté de toute façon de trouver des solutions et de créer de la synergie entre les personnes qui sont issues de la diaspora et les personnes qui sont au niveau national, sans forcément créer de concurrence déloyale, comme je pourrais le dire, mais créer vraiment cette collaboration au quotidien. Le directeur de l'intermédiation de la CPE dépeint l'opportunité que dégage cette initiative.
Mais au niveau d'ici, on a des compétences qu'on ne trouve pas à Brazzaville. Nous avons des qualifications que nous ne trouvons pas à Brazzaville. Ici, il y a une diversité de formations. Et il y en a qui veulent organiser leur retour au pays, mais c'est difficile de chercher individuellement de l'emploi à Brazzaville. Donc c'est pourquoi là, de façon formelle, nous voulons canaliser leurs efforts. Nous voulons leur donner la possibilité de pouvoir trouver de l'emploi, de pouvoir répondre aux offres qui viendraient des entreprises installées au Congo. Des participants membres de la diaspora satisfaits invitent les uns et les autres à faire le pas vers le nouveau bureau de la CPE Paris. Je vais juste exhorter chacun à être curieux, venir voir comment ça va se passer. Mais il y a une vraie démarche en termes de communication à faire, que les gens sachent que ça existe. Il faut inciter les entreprises locales à s'y intéresser et à passer par ce biais-là pour offrir des opportunités d'emploi aux Congolais de la diaspora. J'invite toutes les personnes de la diaspora à venir se référer et à venir trouver des informations au sein de l'agence, puisque c'est un bel outil qui a été mis en place et donc il faut l'utiliser, il faut le faire vivre et il faut l'agrandir. Et j'invite aussi les personnes qui sont sur le territoire national à être ouverts sur cette nouvelle dynamique. Une ouverture qui permettra sans doute de renforcer le capital humain dans l'administration publique et des entreprises sur le territoire national. Alors, chers invités, nous allons donc consacrer cette dernière partie de notre émission au vocable, au narratif façonné par ce qu'on appelle les néo-panafricanistes. J'aimerais que chacun de vous me donne un peu un narratif qui a pu le choquer, qui a pu faire qu'on voit par là que la jeunesse africaine ne fait pas d'efforts pour aller à la recherche de la connaissance et du savoir, pour s'aider et aider son pays. Mais la jeunesse africaine, elle est certainement désemparée parce que sur place, il n'y a pas une politique de développement qui a été mise sur place en visant effectivement... Apatride, on entend, pour dire qu'on n'est plus patriote. Les Africains sont divisés en deux camps. Les Africains, les vrais Africains, les faux Africains. Est-ce que ce narratif vous parle? C'est un narratif farfelu qui ne tient pas route parce qu'en fait, les gens sont contraints à l'exil, les gens sont contraints à l'immigration parce qu'il n'y a pas de réponse locale. Ce qui fait qu'elle a dit tout à l'heure, soit ils ont le choix d'être intégrés dans le groupe terroriste, soit ils ont le choix d'être dans les groupes de patriotes. Donc, quand vous refusez ces deux choix, vous êtes obligé de vous exiler. Donc, c'est la contrainte à l'exil, la contrainte à l'immigration. Donc, je pense que ceux qui sont localement sur place ne sont pas plus citoyens normaux avec les mêmes droits que ceux qui sont exilés. Donc l'exil te permet d'avoir un peu de recul et surtout d'être très critique et regardant sur ce qui ne va pas dans ton pays. Donc on est un peu les relais de ceux qui luttent à l'intérieur du pays. Binta Sidibé, l'autre narratif est celui de dire il faut supporter. Sous-entendu, soyons résignants. Alors que les besoins primaires ne sont pas là. Nous sommes au mois de Ramadan. Il y a le Burkina qui accuse des retards d'électricité, des coupures d'électricité. Le Mali y est depuis un certain moment. Au Tchad. Et on sait que sans électricité, point de base de développement. On ne peut même pas parler de... Bien sûr. Ouais. Cette résilience, ceux qui demandent Résilience ou résignation? Résignation et même résilience. Ceux qui lancent ce mot d'ordre, ça vient du sommet et ces gens-là sont dans leur confort. Continuent à voyager comme ils veulent. Leur famille continue à aller où ils veulent. Ont l'électricité, ont l'eau. Mais c'est la jeunesse et, comme j'ai dit, c'est les populations qui sont en train de subir tout ça. Alors, Gimba, au Mali, on a vu que, oui, il y a eu les façons des Djougou, c'est-à-dire, ce qu'on appelle ceux qui ne sont pas patriotes et les patriotes, c'est-à-dire divisés en deux. Et de plus en plus, à l'échelle africaine, on voit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bien contrôler le moindre mouvement de leur propre président au pouvoir pendant souvent des décennies pour venir imposer des éléments de langage aux Sahéliens pour en faire des bons et mauvais Africains. Nous sommes dans des clichés, c'est des clichés. Encore une fois de plus, il ne faut pas rester à ça. La préoccupation est de faire face au destin de ces populations qui vivent dans ces pays-là, qui sont pour la plupart des jeunes, qui sont des femmes, qui vivent des quotidiens
la principale occupation dans le Sahel, c'est l'élevage. Il n'y a presque plus de pâturage pour amener des animaux. Dans une insécurité, on ne peut pas conduire des animaux. Après, l'agriculture vient et d'autres s'en suivent. Et puis le voyage, le déplacement. Donc la réalité est que ces pays, on les a assez, les populations ont souffert. Si les dirigeants, tant que la communauté internationale et toutes ces associations, organisations tiennent compte des souffrances de ces populations-là, ils doivent se bouger pour lier développement et sécurité pour qu'on puisse sortir de cette situation. Même Possibilité? Pour l'instant, vu localement, non. Même si des messages sont envoyés à l'international, parce que quand vous regardez, c'est un rejet actuellement de tout ce qui vient de l'Occident par ces pseudo-panafricains. Rejetés, on en arrive même au Burkina à dire il faut travailler avec des Burkinabés de souche. Burkinabés de souche veut dire des Burkinabés qui sont nés, qui ont grandi, qui sont allés à l'université de Ouagadougou. Donc c'est que eux qui doivent occuper des postes. Les anti-systèmes. Oui, et pareil, on en arrive, en plus de dire burkinabé de souche, on va jusqu'à dire même certains qui ont fait des bacs plus 10 arrivent à renier aujourd'hui le système scolaire, à dire aux jeunes, ça ne sert à rien d'aller à l'école. L'école, c'est le système des Blancs. Donc pour vous dire que cette question de pseudo-panafricain est en train de nous mettre énormément en retard sur le continent pour la jeunesse. Merci Comment dire à beaucoup. des jeunes de ne plus aller à l'école? On finit cette émission, en tout cas ce numéro, par les propos d'une femme qui tient au développement de son pays, de son continent, entourée de Makaïla Gembla, ancien conseiller à la présidence du Tchad, et Chambel Gimbayara, journaliste, chroniqueur et aussi activiste à ses heures libres. Non, c'est plutôt analyste. Voilà. Je préfère. Analyste. Alors donc, tout ça s'est passé ce jour, mercredi 20 mars, sur Télé-Sud, dans l'émission appelée Tumulte africaine, le cas du Sahel. On se retrouve très vite, très bientôt, sur la même chaîne.